C'est une réforme de société sensible qui va secouer l'Assemblée nationale ces 2 prochaines semaines. Les 2 textes sur la fin de vie arrivent en débat aujourd'hui dans l'hémicycle après des mois de réflexion. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour Alexis Burnot. Bonjour. Une députée, un médecin en soins palliatifs pour comprendre les différentes approches. Emmanuel Macron dit que le débat ne peut être réduit à pour ou contre la vie, mais il doit poser la question du moindre mal. Cette expression du moindre mal du président de la République, est-ce que vous la comprenez? Comment vous l'interprétez, Sandrine Rousseau? Alors moi je ne dirais pas moindre mal, mais mal insupportable. Et c'est toute la difficulté du débat, c'est que quand est-ce que commence ce caractère insupportable du mal et quand est-ce qu'on laisse la liberté aux personnes de pouvoir mettre fin à ce mal. Et en fait aujourd'hui, après quand même 2 semaines de débat en commission, ce qui apparaît c'est que chaque critère est discuté avec beaucoup d'attention et qu'on a obtenu une loi qui n'est pas la loi d'avant la dissolution. Je tiens à le préciser parce qu'on ça n'a pas été suffisamment dit. Ça n'est pas la même loi qu'avant la dissolution. C'est une loi qui est plus restrictive quant à l'accès au droit à mourir, avec des critères qui sont cumulatifs et qui du coup cadrent énormément l'accès à ce nouveau droit. On va rentrer dans les détails de ce texte qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on peut parler de rupture avec le droit existant, avec ce qui est possible aujourd'hui de faire, Alexis Burnot, sur l'aide active à mourir? Vous parliez de moindre mal. Nous, soignants, au quotidien, ce que nous essayons de soulager, c'est justement le mal des gens, qu'ils soient adultes, adolescents, enfants, c'est-à-dire d'avoir trop mal ou de se sentir trop mal. Et ce qui vient nous bouleverser, en tout cas nous surprendre, c'est que lorsqu'on se sent trop mal ou qu'on a trop mal, eh bien si on a... j'allais dire, un handicap suite à un accident ou si on a une maladie chronique, un diabète que l'on supporte pas bien, eh bien, il va pouvoir y avoir une ouverture vers une mort possible, alors que peut-être on pouvait faire mieux. Et cette limite dont peut-être parle le président, ce curseur de quand est-ce que on peut rendre service à des personnes qui sont en ultime recours, et le risque de précipiter ceux qui auraient bien profité de soins. Et comment on met ce curseur? Eh bien, c'est ça tout le problématique. Et c'est tout l'enjeu. Et je précise vraiment qu'on a là 2 points de vue, 2 expériences, aussi 2 responsabilités très différentes. Une députée et un médecin en soins palliatifs. Et vous partez tous les 2 de l'expérience notamment de ces personnes qui ont pu prendre la parole ces derniers temps dans les médias. C'est notamment le cas de l'ancien journaliste Charles Bietri. Je respecte, dit-il, lui qui est atteint de la maladie de Charcot, je respecte la position de ceux qui, en bonne santé pour l'immense majorité, ne pensent pas comme moi, lui réclament cette aide à mourir, mais je leur dis, laissez-moi mourir tranquille. Lui voit donc cette évolution comme un progrès. Pourquoi pas vous, Alexis Burnot? Alors, d'abord, je pense que la proposition de loi va probablement rendre service à quelques personnes pour qui ça peut être un ultime service à rendre après avoir tout essayé. Je pense que ces personnes ne sont pas très nombreuses, mais j'ai observé les nouvelles limites, le nouvel accès pour une aide à mourir de type euthanasie ou suicide assisté, et on est très très loin de ce que peut être la situation de gens qui ont une maladie de Charcot, vous venez de l'évoquer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques, certaines des maladies chroniques très très difficiles, qui peuvent les emprisonner, comme c'est le cas, et on observe que très peu ont eu un rendez-vous avec une équipe qui prend en charge de manière globale la situation, qui peut discuter avec eux, avec elles, de ce qui est possible de faire, de comment on peut être contacté à toute heure. Et donc il se passe ce qui arrive aussi avec des gens qui n'ont pas forcément ces maladies très limitantes, c'est de se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, et cette inquiétude d'un inconnu crée des situations de vouloir en finir, ne sachant pas ce qui est possible. Vous entendez ce qu'il dit, Sandrine Rousseau, qu'en fait ça va peut-être conduire à des dérives finalement, en fait, que les personnes malades qui souffrent se disent mais en fait c'est le seul choix, j'ai une ouverture là, j'y vais, je vais demander à mourir.
Oui et non. Oui, je l'entends parce qu'en effet, c'est une dérive possible à laquelle il faut mettre une limite et d'ailleurs le texte y répond absolument. Non, parce que par exemple, dans le cas de maladies chroniques, il n'y a pas, le texte n'ouvre pas la possibilité d'une aide active à mourir. Elle ne l'ouvre que si il y a la phase terminale, c'est-à-dire le caractère évolutif de la maladie. Et c'est ça sur lequel je voudrais vraiment insister parce que j'ai entendu les associations, notamment de personnes handicapées, qui s'inquiètent énormément de ce texte. Et je leur dis qu'il y a une différence entre le handicap et la fin de vie et que là, ce texte s'adresse véritablement aux personnes en fin de vie. Alors après, il y a des limites, il y a des bornes qu'il va encore falloir discuter en hémicycle. Mais une chose qui est très importante à comprendre, je pense, pour comprendre pourquoi nous défendons ce texte, c'est un texte de la sérénité, de la tranquillité. C'est-à-dire que les personnes savent qu'elles peuvent, en fin de vie, si les souffrances deviennent si importantes que ça n'est plus possible pour elles de les supporter, eh bien, elles savent qu'elles peuvent avoir accès à cela. Et ce texte précise aussi qu'on doit, et c'est mis dans le texte, que l'on doit offrir toutes les possibilités pour limiter la souffrance avant cette décision. Donc en fait, c'est une manière aussi de dire, voilà, je peux supporter la souffrance parce que je sais qu'au moment où elle deviendra insupportable, eh bien, j'aurai une solution. Et en fait, c'est vraiment en cela qu'elle offre une sérénité aux personnes en fin de vie. Et je suis certaine que plein de personnes qui se disent aujourd'hui qu'elles auraient recours à cette aide active, parce que précisément le droit leur sera ouvert, n'y recourront pas. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Du coup, on demande effectivement sur le terrain de partir tranquillement, en fait. Sur le terrain, vous le voyez, vous, en unité de soins palliatifs, Alexis Burneau, est-ce que vous avez des gens dans votre unité qui souffrent aujourd'hui, qui sont en soins palliatifs et qui se disent « mais j'aimerais mourir, mais on me l'interdit là aujourd'hui ». Je vais vous répondre. Madame, quand je vous écoute, il est assez probable que je ne sois pas loin de ce que vous pensez. Mais je me permets de lire avec vous l'article 4 de cette proposition de loi. Accès pour donc l'euthanasie ou le suicide assisté, être atteint d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Ça veut dire quoi en phase avancée ? Personne ne le sait, personne n'est capable de le définir, ni nous, médecins, ni la haute autorité de santé. Donc j'ai écouté tous les débats avec attention, mais vous avez au sein du collectif qui cherche à faire avancer cette loi, des gens qui souhaitent élargir au maximum, et on a actuellement une proposition de loi qui n'a rien à voir avec la fin de vie. D'ailleurs, le mot fin de vie n'est pas cité une seule fois dans toute la proposition. Il y a marqué que c'est un ultime recours. Mais si quelqu'un a trop mal, il n'est pas obligé de d'avoir une consultation antidouleur avant d'être euthanasié. Si quelqu'un souffre trop psychiquement, il n'est pas obligé d'avoir vu une équipe soins palliatifs ou une équipe, de psychologues avant d'être euthanasié. C'est ça notre inquiétude. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est prévu. Il est prévu que le médecin à qui la demande est faite puisse demander à un collège de médecins, et il est prévu aussi qu'on propose de manière systématique aux personnes une consultation en psychologie avec un psychologue ou avec un psychiatre ou avec un autre médecin spécialiste de la douleur, etc. Donc en fait, il n'y a pas de décision légère. C'est ça. Enfin, ce texte ne permet pas des décisions légères ou des décisions sur des coups de tête. C'est un texte qui cadre le fait que ce soit une décision mûrement réfléchie, réitérée, et que ça soit dans le cadre d'une décision médicale, elle aussi réfléchie et réitérée. C'est une question importante. Alors peut-être que vous voulez répondre sur ce point, Alexis Burneau, parce que se pose la question du cadre dans lequel la décision est prise. Est-ce qu'elle n'engage que le patient? Est-ce qu'elle fait l'objet d'un dialogue? Et si oui, avec qui? Et il y a d'ailleurs un point qui fait débat, c'est la question du délit d'entrave pour les personnes qui empêcheraient ou tenteraient d'empêcher ce droit à mourir. Est-ce qu'il n'y a pas là un obstacle à ce débat, à la discussion, Sandrine Rousseau, puis ensuite on laissera Alexis Burneau vous répondre. Alors cet article est très important, il a été très débattu en commission. Il s'agit bien d'un délit d'entrave, pas d'un délit de dialogue, pas d'un délit d'échange avec les personnes, mais bien d'un délit d'entrave, c'est-à-dire une entrave au fait de faire le geste. Et cet article est tout à fait copié-collé sur celui de la loi
pour l'IVG, et contre ce délit d'entrave, pour qu'il ne se passe pas ce qu'il se passe aux États-Unis, c'est-à-dire des manifestations devant les centres de soins ou devant les médecins qui accepteraient de faire le geste. Donc en fait, c'est cela qu'il y a dans ce délit d'entrave. Encore une fois, c'est copié sur la loi IVG et c'est une sécurité parce que on le voit aux États-Unis, quand il n'y a pas cet article, eh bien toutes les dérives et toutes les tensions sont possibles. Sauf que vous ne le percevez pas du tout comme ça, hein, Alexis Burnot. Ah ben, pas du tout. Madame, quand je vous écoute, je trouve que c'est mieux expliqué, et en tout cas avec un esprit meilleur que ce que je lis. Quand vous êtes une équipe de soins palliatifs et que vous entendez qu'un patient que vous suivez ou pas encore réclame l'euthanasie, réclame la mort programmée, c'est une urgence pour toutes les équipes de soins palliatifs de France, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui fait qu'on reçoit la personne le plus vite possible et qu'on essaie de lui trouver un lit pour l'hospitaliser. Et là, on se pose ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quelle a été la généalogie qui fait cette demande ? Et bien souvent, on comprend qu'il est probablement pas suffisamment soulagé de ses douleurs, qu'il a peut-être pas dormi depuis 3 jours, que cette personne s'est pas sentie suffisamment entendue ou ne sait pas comment faire ou est inquiet pour son avenir. Et donc, on va essayer de recréer une alliance. On va essayer de le soulager tout de suite. On va essayer de le faire dormir. Donc, on va lui dire, on vous hospitalise. On va vous faire dormir toute la nuit. On va peut-être vous mettre une pompe à morphine pour vous soulager. Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de recréer une alliance, de recréer des conditions qui, dans 99,99% des cas, permettent de lui redonner envie de vivre parce qu'il n'est plus la même personne une fois qu'il a plus mal et qu'il a dormi. Et donc, nous sommes dans une procédure dissuasive de son euthanasie. Et là, je lis, est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de dissuader une personne dans sa demande d'aide à mourir. C'est à quel moment on bascule dans la pression médicale, en fait ? C'est ça, Sandrine Rousseau. Là, il n'y a, la question qu'il pose, là. Il n'y a pas de pression d'aucune sorte. Encore une fois, cet article est calqué sur ce qui se passe pour l'IVG. Et l'idée est de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'association qui ait des manifestations. Parce qu'en fait, si c'est un texte de sérénité, alors on doit être serein jusqu'au bout. Et le texte précise bien d'ailleurs, dans le cas que vous venez de citer, qu'on peut refuser, enfin qu'on peut changer d'avis jusqu'à la dernière seconde. Mais le point de sorte qu'une personne qui est soulagée, mais je termine parce qu'une personne qui est soulagée pourrait en effet changer d'avis sans aucun problème. Mais je voudrais dire aussi qu'il ne s'agit pas que de décision par défaut. C'est-à-dire que c'est aussi chez certaines personnes, et il faut l'entendre, une volonté que de ne pas aller au bout de la maladie. Et donc, même si il y a des possibilités de morphine, par exemple, eh bien, d'accès à la morphine, qu'elles veuillent quand même arrêter parce qu'elles savent que la phase terminale est engagée, que leur maladie est avancée et que donc c'est un droit qui leur est offert. Et il faut aussi entendre cela parce que c'est quelque chose d'important dans les personnes qui veuillent y avoir recours. Mais le point clé, Sandrine Rousseau, c'est de savoir si un médecin qui aurait une discussion dans laquelle il remettrait en question, il questionnerait son patient qui désire mourir, risque quelque chose. Absolument pas. Et il n'y a pas de délit d'entrave de cette manière. Par contre, un médecin qui refuserait d'instruire une demande d'aide à mourir, lui, alors, pourrait en effet avoir un recours puisque ce serait alors une entrave. Sachant qu'il y a une clause de conscience, on aura l'occasion d'en reparler. Absolument, merci d'être avec nous, Sandrine Rousseau, Alexis Burnot. On laisse passer le fil info, il est 8h46, Maureen Suignard. L'Ukraine affirme que la Russie a tiré plus de 100 drones pendant la nuit et cela malgré l'ultimatum des alliés de Kiev sur un cessez-le-feu. Le président ukrainien dit être prêt à rencontrer directement Vladimir Poutine pour des négociations en Turquie jeudi. Il demande d'abord un cessez-le-feu total et durable. Moscou n'a pas répondu à cette proposition de Volodymyr Zelensky. Il doit être libéré dans les prochaines heures. L'otage israélo-américain Eden Alexander, enlevé par le Hamas lors des attaques du 7 octobre. Une libération après des négociations directes entre les États-Unis et l'organisation islamiste. Ce matin, le Premier ministre israélien affirme que cela n'entraînera ni des cessez-le-feu, ni libération des prisonniers palestiniens. Le pompier de 39 ans, grièvement blessé ce week-end en Haute-Savoie, est toujours dans le coma. Il s'est fait renverser par un automobiliste qui faisait des dérapages devant la caserne. La lutte contre la soumission chimique est vraiment une urgence de santé publique, affirme ce matin la députée Sandrine Josso. Elle remet un rapport au gouvernement cet après-midi et demande une véritable politique d'État avec des moyens qui vont avec. Par exemple, le remboursement des prélèvements biologiques, même sans dépôt de plainte. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Toujours avec Sandrine Rousseau, députée des écologistes de Paris, et Alexis Burnot, médecin urgentiste et en soins palliatifs à l'Institut Curie. On parle de ce texte présenté aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Il faut bien l'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a 5 conditions pour pouvoir avoir accès à l'aide active à mourir. Il faut, je cite, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. De fait, ça exclut, Alexis Burnot, un certain nombre de patients que vous avez en unité de soins palliatifs. Mais ça exclut même un certain nombre de patients qui ne sont même pas forcément en unité de soins palliatifs. Cette loi, c'est ça qui est nouveau. Elle permet un accès à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie ou l'aide au suicide, pour des gens qui avaient des années devant eux et pour lesquels il y avait des possibilités de les soulager. Des années devant eux, ça c'est des années devant eux. Mais bien sûr, si vous avez une insuffisance rénale chronique, vous êtes éligible. Si vous avez un diabète, il y a 4 millions de diabétiques en France. C'est une maladie incurable. Il y en a un tiers qui ont des complications. Ils vont mourir plutôt que les autres à cause de leurs complications. Et ils peuvent décider d'arrêter leur insuline. Et si ils ont trop mal psychiquement, c'est accessible. Non, il faut, encore une fois, il faut qu'on soit en phase terminale ou avancée et qu'il y ait cette notion de dégradation. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 5 critères sont cumulatifs. Donc il faut être âgé de 18 ans, il faut être de nationalité française. On peut discuter chacun de ces critères d'ailleurs, parce que 17 ans et demi, 18 ans, ça va faire... Il faut des limites. Et d'ailleurs, je dois dire que le texte tel qu'il est présenté dans l'hémicycle est en deçà de ce qu'une partie de l'hémicycle souhaiterait en termes d'ouverture de droit. Mais nous sommes respectueux aussi et nous avons entendu les craintes d'en face. Et donc il faut présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui soit réfractaire au traitement, insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter. Non, et réfractaire, et qu'il soit apte et que ce soit une phase terminale ou avancée. En fait, je crois que vraiment le est important là. Le ou avancé, évidemment. Oui, mais ça signifie que ça peut être un malade qui n'est pas en phase avancée. Oui, alors ça c'est pour par exemple les personnes qui ont des maladies type Charcot, qui peuvent avoir des souffrances tout à fait réfractaires et dont le pronostic vital n'est pas engagé dans les jours qui viennent, mais qui pour autant ont une vie, et vous en avez cité un exemple, qui est insupportable à leurs yeux. Eh bien cela, c'est possible par la loi. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que cette loi, par ses critères cumulatifs, autorise l'aide active à mourir uniquement pour des personnes dont la situation se dégrade. Le mot dégradation n'est jamais cité là-dedans, pas une seule fois. Non, parce que c'est Madame, vous racontez un projet de loi qui me paraît plus sérieux que ce que je lis là et ce que nous lisons tous. En fait, vous dites par exemple que le terme fin de vie n'est pas dans le texte, c'est le titre, en fait. Vous voyez, donc mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que le titre est sur les plateaux de télévision, on dit fin de vie, ultime recours. Après avoir tout essayé, il n'y a jamais le mot fin de vie dans toute la proposition de loi. Il n'y a jamais le mot ultime recours dans toute la proposition de loi. Mais il y a les gens en phase terminale et il y a tous les autres. J'ai écouté toutes les discussions de l'amendement. Vous avez des députés qui ont demandé à ce qu'on ouvre aux personnes qui ont une dépression, une schizophrénie, une bipolarité. Ce n'est pas dans le texte. Mais Alexis Burnot, on entend votre inquiétude parce que vous êtes un soignant et vous côtoyez ces patients tous les jours. La précision du gouvernement aujourd'hui qui veut ajouter un amendement sur... Qui sont ces patients concernés avec tous ces critères qui sont cumulatifs, on l'a dit. Le gouvernement veut ajouter l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie. Cette précision particulière-là, est-ce qu'elle vous rassure davantage, Alexis Burnot ? Elle vient un peu me rassurer, vous avez raison. Est-ce qu'elle sera votée ? Je ne sais pas. Mais vous voyez, on est dans la dernière limite de la course. Ça fait des mois et des mois que j'ai entendu bien autre chose. Vous avez des gens qui ont demandé est-ce que ça puisse être sans condition, l'aide à mourir, au nom d'une liberté. Mais là, c'est pas ce qu'il y a sur le papier. Donc, et en plus, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait des propositions supplémentaires, eh bien, on va essayer de dire oulala, attention. Mais il y a une force qui vient réclamer, et d'ailleurs les associations qui militent pour une ouverture à l'euthanasie ou à le suicide assisté
eux le demandent avec le moins de critères possibles. Certains demandent sans condition. Ça veut bien dire que c'est pas facile. Oui, mais comme député, vous voterez cette restriction qui a été, cette proposition de restriction qui a été apportée ce matin par Catherine Vautrin. Eh bien, je n'ai pas le texte précis, donc je vais regarder ce qu'elle propose. Mais Catherine Vautrin, par exemple, fait partie des personnes qui étaient opposées à cette loi et qui ont bougé sur la loi. Et ce que vous dites, c'est que oui, il y a un débat parlementaire avec des positions qui ne sont pas unanimes. Enfin, je veux dire, on ne rentre jamais dans un texte de loi avec des positions unanimes, mais les personnes qui ont déposé des amendements, par exemple, pour que, en cas de minorité, pour les personnes qui ont 17 ans, eh bien, il y ait un collège qui puisse se réunir, etc. Ces personnes-là ne sont pas irresponsables. Elles représentent des voix aussi de personnes qui sont en souffrance, bien qu'en minorité, ou des parents de personnes en souffrance. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, évidemment qu'il y a des amendements qui ne plaisent pas aux uns et aux autres. C'est précisément l'objet du débat parlementaire. Et oui, à la fin, j'entends aussi, et j'ai eu une discussion assez régulière avec le rapporteur dans le cadre de la commission, parce que moi, j'étais, encore une fois, sur une position plus libérale que celle qui est présentée, mais j'entends l'équilibre que cherche à trouver le rapporteur. Mais je fais aussi mon travail en portant une position, en portant des amendements, par exemple, sur les directives anticipées qui aujourd'hui ne sont pas du tout. Il faut expliquer pourquoi, effectivement, juste petite parenthèse, il faut expliquer pourquoi, Sandrine Rousseau, vous étiez sur une vision beaucoup plus libérale du texte, parce que vous-même, vous avez fait face à une demande particulière de votre mère. Vous l'avez dit vous-même en commission. Vous avez aidé votre mère à se suicider. Ce sont vos mots, les mots que vous avez utilisés pour rappeler la notion de souffrance que peuvent rencontrer les patients à ces moments-là. Oui, mais on a tous et toutes des cas personnels dans notre entourage, et d'ailleurs ça a été très présent dans la commission. Mais je ne légifère pas au nom d'un cas personnel. Je légifère et je suis députée, je représente des personnes. Dans ces personnes, je représente par exemple aussi des personnes qui sont très attachées à la notion de directive anticipée pour les maladies neurodégénératives type Alzheimer, type maladie de Charcot, dans lequel il peut y avoir des troubles cognitifs importants associés aux symptômes de cette maladie. Et quand je le fais au nom aussi du combat qui a été depuis 20 ans d'installer les directives anticipées dans la procédure de soins, ce qui a été installé par la loi Claes-Leonetti. Aujourd'hui, on peut avoir accès à une sédation profonde et continue parce qu'on a mis des directives anticipées. Là, on est en train de fouler aux pieds les directives anticipées. C'est pour ça que moi, je me bats pour qu'il y ait ça. Mais il n'est pas question justement de prendre en compte les directives anticipées dans ce cas précis. Non, pas du tout. Et c'est une bonne chose ou pas, Alexis Burnot? Non, mais heureusement. Mais ce que je suis en train de dire, et Madame le confirme, c'est que vous avez un mouvement qui essaye qu'on ouvre pour tout le monde, sans contrainte. Non. Il s'agit quand même de vie et de mort. Vous avez des gens qui sont dans des déficiences mentales, dans des faiblesses psychologiques. Il y a des amendements qui ont dit on ne les prend pas en compte. Ils ont été refusés. On a demandé à ce qu'il y ait un peu plus de décision collégiale. Le texte permet aujourd'hui une euthanasie avec un patient qui n'aurait vu qu'un seul médecin. Le texte va beaucoup trop loin. Je comprends la possibilité d'un ultime recours. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Ça va embarquer des gens qui se seraient bien contentés d'avoir un peu plus de soins, un peu plus de solidarité, et qui sont embarqués dans un consentement bien fragile, faute de trouver autre chose. Il y a une question d'ailleurs qui s'adresse peut-être dans ce que j'entends d'Alexis Burnot, parce que les personnes en déficience mentale ne peuvent pas à ce jour avoir accès à l'aide active à mourir. Mais on a bien entendu que si vous êtes favorable leur situation est expliquée de manière claire. C'est très différent. C'est-à-dire que... Alors le point qui est important dans notre débat, c'est que on a entendu qu'un certain nombre de députés, un certain nombre de personnes dans la société française souhaiteraient aller plus loin, qu'il y a la recherche d'une position, sinon de consensus, en tout cas d'une rencontre des différents points de vue pour dégager une majorité. Mais il y a toujours un argument qui revient, c'est finalement ce n'est qu'un pas vers une libéralisation qui se poursuivra par la suite. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, vous, Sandrine Rousseau, que voilà, ce soit un premier pas? Non, je qualifie pas cette loi de premier pas. Je qualifie cette loi, si elle est adoptée, de nouveau droit et d'un droit important pour les personnes qui sont dans ces situations. Mais je voudrais dire que le risque que nous devons anticiper aussi, c'est l'absence d'accès, par exemple, aux soins palliatifs, raison pour laquelle il y a un autre aspect de la loi qui garantit... Une autre loi, d'ailleurs. Une autre loi, oui, alors c'est un autre aspect dans la première lecture, puis c'est une autre loi, mais qui garantit l'accès aux soins palliatifs précisément pour que l'aide active à mourir
s'épanouir ne soit pas un choix par défaut de soins. Et ça, c'est très très important de le poser parce que pour que ce soit une liberté, il ne faut pas que ce soit par défaut. Et c'est cela que pose cette loi. Alexis Burnot, sur les soins palliatifs, justement, on en manque un. 20 départements n'ont pas d'unité. Absolument. Mais je rejoins le discours que vous avez théoriquement, mais en pratique. C'est quoi mon quotidien? Jamais en équipe, on se dit « Ah, si seulement on avait une loi qui permette de faire une euthanasie. » On dit « Si seulement on avait plus de lits, si seulement on avait des personnes qui ont un meilleur accès à la consultation antidouleur. » Il faut 3 mois d'attente pour une consultation antidouleur. Demain, si vous faites une demande d'euthanasie et que vous êtes dans les clous, vous pouvez avoir le lendemain. Bon, la consultation psy en France, ça peut être des mois d'attente. Nous, ce qu'on réclame, et c'est là où il y a une ouverture qui n'est pas la même pour tout le monde, c'est un meilleur accès aux soins et à la solidarité. Ce qu'on voit, c'est des personnes en situation de handicap qui, sur des politiques sociales, des politiques publiques, n'ont pas suffisamment une qualité de vie au quotidien et demandent à être mieux soignées, accompagnées. C'est ça notre réalité du juste quotidien. Un dernier mot, parce que et c'est la nôtre aussi. Un dernier mot, pardon, sur le geste. Le geste est important. Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, dit bien que les patients doivent s'auto-administrer le produit mortel et que le geste par un soignant restera l'exception. Là-dessus, pareil, Alexis Burnot, c'est quelque chose qui vous rassure dans ce texte? Je ne sais pas si ça me rassure, mais je vais vous donner une information. Dans les pays où on ne peut que s'auto-administrer la mort par la prise d'un comprimé ou par une injection qu'on se fait. Vous avez par exemple aux États-Unis. Eh bien, le passage à l'acte est 16 fois moins grand que ceux qui ont un rendez-vous avec un médecin. C'est-à-dire que le rendez-vous avec un médecin crée un passage à l'acte beaucoup plus fort. Je vous donne une comparaison. Vous avez en Californie 38 millions d'habitants. Vous avez au Canada 38 millions d'habitants. L'un fait que l'euthanasie, l'autre fait que le suicide assisté. Ils ont ouvert la même année. Eh bien, le rapport est de 1 à 16. Donc, quand on a le dernier mot, eh bien, on se retient toujours un petit peu plus de vie parce que peut-être que ça rassure de savoir qu'il y a quelque chose, alors que le rendez-vous avec le médecin précipite, encourage, facilite, mais faciliter, c'est déjà encourager. Et oui, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire le geste, et il est important que pour les personnes qui ne peuvent pas faire le geste, eh bien, on puisse les assister dans ce geste. En tout cas, on a entendu vos divergences, et merci de les avoir exprimées paisiblement ce matin sur France Info. On a entendu aussi d'ailleurs des convergences sur la question des soins palliatifs, et on va continuer de suivre et de vous éclairer sur ce débat très important sur France Info. Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes, Alexis Burnot, médecin en soins palliatifs à l'Institut Curie. Merci d'avoir été les invités de France Info. Dans un instant, merci. Les informés, Salia Braclia, Renaud Dely.